Oui, madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, il faut dire que l'actualité en France aujourd'hui est évidemment dominée par les élections législatives. Beaucoup de candidats, 8446 pour 577 sièges. Ça fait 15 candidats par fauteuil. De quoi dérouter les électeurs. Exemple dans la deuxième circonscription à Nice. Ambiance avec Nathalie Jourdan et Frédéric Sirulli. Promenade des Anglais, un dimanche presque ordinaire. Loisirs, farniente, mais il y a aussi ceux que rien ne détourne jamais de leur devoir de citoyen. J'ai toujours voté, moi. J'ai 82 ans. J'ai toujours voté. Mais j'ai varié. Nice, deuxième circonscription. Les électeurs ont le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 19 candidats pour un seul fauteuil. C'est énorme. Incompréhensible. On sait pour qui on vote, mais enfin quand même, ce n'est pas très sérieux tout ça. Vous les connaissez tous? Non. Vous connaissez leur programme? Non. Je connaissais le programme de ceux qui m'intéressent. En fait, ils ne m'intéressent pas tous. La multiplication des candidatures a peut-être dérouté certains électeurs, mais pour d'autres, le réflexe de l'urne semble acquis. Une première fois, ça ne s'oublie pas. C'était pour le présidentiel, premier tour, deuxième tour et législatif pour aujourd'hui. J'ai essayé de mobiliser ma femme pour qu'on aille voter tous les deux. Vous avez réussi à la mobiliser? Oui, elle est avec moi. Nous sommes tous les deux, c'est important je crois. Dimanche prochain, deuxième tour oblige, le nombre de candidats aura nettement diminué. Les citoyens se rendront peut-être dans l'isoloir avec plus d'enthousiasme. La première surprise, c'est évidemment l'abstention record. Aujourd'hui, 35,5%. L'abstention qui avait atteint 32% au premier tour des législatives en 97, 28,4% au premier tour de la présidentielle il y a un mois et demi. Alors Gérard Leclerc, c'est une surprise. Le sursaut républicain que l'on attendait finalement ne s'est pas produit. Oui, absolument. C'est un record absolu pour les législatives. Le précédent datait de 1988 avec 34% d'abstention. Alors c'est la suite assez logique d'une certaine façon d'une campagne atone, un peu dans l'indifférence, sans vrai débat après le sursaut du deuxième tour de la présidentielle. Alors toute la question est de savoir si un camp sera davantage pénalisé par cette abstention que l'autre. La seule chose que l'on puisse dire, c'est que les deux précédents comparables des législatives juste après une présidentielle, en 81 et 88, eh bien, l'abstention avait pénalisé davantage le camp défait à la présidentielle. La conséquence, eh bien, c'est que cette forte abstention renforce le risque de surprise. Plus il y a d'abstention, plus il y a de candidats, et c'est le cas, là aussi on bat un record, et plus il est difficile pour les candidats d'atteindre la barre des 12,5% d'inscrits nécessaires pour pouvoir se maintenir au deuxième tour. Cela veut dire qu'il y aura sans doute moins de quadrangulaires et de triangulaires que prévu, mais plus de duels et de duels avec le Front National si celui-ci réalise des scores élevés. Merci Gérard. Voyons maintenant les votants. Le président de la République, Jacques Chirac, était ce matin à Saran avec son épouse Bernadette. Ils ont quitté la Corrèze après avoir effectué leur devoir civique pour regagner Paris. C'était en fin de matinée, très exactement à midi. Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, a voté ce matin dans son fief à Chasseneuil-du-Poitou. Et l'ancien Premier ministre Lionel Jospin faisait sa première sortie à Sainte-Gabelle. Voyez aussi François Hollande dans sa circonscription. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a voté ce matin dans sa commune de Chasseneuil-du-Poitou, près de Poitiers, devant les photographes et caméramans. Quant à l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, c'est à Sainte-Gabelle qu'il a fait sa première sortie publique depuis sa défaite au premier tour de la présidentielle. Le premier secrétaire du Parti socialiste, François Hollande, était à Tulle, en Corrèze. Député sortant et maire de Tulle, il est à nouveau candidat. Candidat aussi à sa propre succession, Robert Hue, le président du Parti communiste, a voté à Montigny-les-Cormeilles, la commune dont il est maire. À Belfort, Jean-Pierre Chevènement, l'ancien candidat malheureux à la présidentielle, se présente pour le pôle républicain. Alain Juppé, l'initiateur de l'Union pour la majorité présidentielle et maire de Bordeaux, a voté dans sa ville. François Bayrou a voté à Pau en début d'après-midi avant de rejoindre la capitale. Monsieur Bayrou, à voter, s'il vous plaît. Quant à Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, il a voté à Saint-Cloud sous les objectifs d'une vingtaine de photographes. Et en Bretagne, dans la baie du Mont-Saint-Michel, la rivalité entre deux communes a eu des conséquences inattendues. Faute de salle municipale, le bureau de vote a été installé sous une tente pour permettre aux habitants du lieu-dit Vildé-la-Marine de pouvoir voter. Reportage Jacques Deveau et Larbi Benchia.
Ça ressemble plus à un stand de kermesse qu'à un bureau de vote. Et pourtant, c'est sous des bâches que les 225 électeurs du hameau de Vildé-la-Marine sont appelés à remplir leur devoir de citoyens, et ça ne fait rire personne. On respecte qui et quoi là? Non mais c'est lamentable quand même. Voter dans des conditions comme ça. On en est arrivé là car la salle communale du hameau est interdite au public, trop dangereuse. Mais personne ne veut voter à la mairie d'Irel, la commune de rattachement. Nous sommes mairie annexe, section de commune, section électorale. Il n'est pas question, le dépouillement se fera ce soir ici. Pour tous, il s'agit surtout d'une nouvelle brimade de la part de la commune d'Irel. Les gens de Vildé veulent leur indépendance. C'est simple. Et ça fait 150 ans que ça dure. Depuis 1847, 4 demandes d'autonomie ont été formulées. Et cette fois à Vildé-la-Marine, après un tel incident, la coupe est pleine. Les médecins généralistes attendent la parution au journal officiel du décret leur permettant de faire passer la consultation à 20 € pour lever tous les mots d'ordre de grève. Même si spontanément la plupart des médecins ont repris le travail, les dirigeants veulent maintenir la pression pour obtenir un rendez-vous avec le nouveau ministre de la Santé, Jean-François Mattei. Et les médecins disent vouloir continuer la grève des gardes en attendant. L'Europe veut réduire le nombre de bateaux de pêche pour, dit-elle, protéger les réserves de poissons. Mais 28 000 pêcheurs et 8 600 navires sont directement concernés par ce projet. Les ministres européens de la pêche doivent décider en début de semaine s'il faut, oui ou non, supprimer les aides à la construction. De quoi inquiéter tous les pêcheurs du littoral. Reportage au port du Guilvinec en Bretagne avec Laurence de Cherf et Rémi Poissonnier. Retour au Guilvinec après 14 heures en mer. Le Cap Caval rentre au port. Âgé de 27 ans, ce bateau fait vivre correctement 2 familles de pêcheurs. L'arrière-grand-père de Gilbert était déjà dans le métier, mais aujourd'hui ce patron pêcheur doute de l'avenir. La réforme européenne menace de détruire 40% de la flotte bretonne. Ici, on parle de 1000 emplois de marins. Il y a certains qui sont arrivés à la retraite, ça tombe bien, mais tous les jeunes qui sont derrière, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de construction, il n'y a plus rien. On navigue sur des bateaux qui sont âgés, très âgés comme celui-ci, à nos risques et périls. Hein. Ils sont 1200 pêcheurs au Guilvinec. Ils étaient 2 fois plus nombreux il y a 12 ans. Réduire encore le nombre de bateaux et de pêcheurs signifie également réduire les emplois à terre. 4 emplois sur le continent dépendent d'un seul marin-pêcheur. En ligne de mire, les marailleurs. Si on n'a pas la marchandise pour travailler, automatiquement on a du personnel qui va rester regarder et donc on ne peut plus l'employer. Hein. Dans le Finistère, il ne reste plus que 2 chantiers navals contre une dizaine en 1990. Yves a bien résisté en essayant de construire pour la plaisance. Mais son chiffre d'affaires dépend encore à 80% de la pêche. Avec 58 employés, il craint le pire. C'est une catastrophe pour nous, chantiers dépendants de la pêche. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une restriction d'activité, c'est problème social, problème de personnel, donc effectifs trop nombreux. Oui, les conséquences, quoi. Chaque jour, la pêche artisanale attire dans le port du Guilvinec de nombreux touristes. Si la réforme est appliquée, de nouveaux bateaux rejoindront les cimetières du littoral. À Washington, le Premier ministre Ariel Sharon est arrivé pour s'entretenir avec le président américain George Bush. L'Israélien succède à l'Égyptien Hosni Moubarak, reçu à Camp David, la résidence de campagne présidentielle. Le Premier ministre israélien a réfuté toute idée de calendrier contraignant pour entamer des pourparlers de paix. En revanche, il espère convaincre George Bush de la nécessité d'écarter du pouvoir le président Yasser Arafat. Et c'est dans ce contexte que les Palestiniens ont annoncé aujourd'hui un remaniement avec un nouveau cabinet de 21 ministres qui aura pour tâche de préparer des élections législatives et présidentielles à la fin de l'année. En football, victoire historique du Japon face à la Russie, 1-0 devant 72 000 supporters survoltés. C'était à Yokohama. Le Japon s'est emparé de la première place de son groupe. Et peu après la fin du match, des heurts entre supporters ont éclaté à Moscou. Des supporters furieux de la défaite de leur équipe, des incidents qui ont fait une vingtaine de blessés. Loïc Delamornay. Climat d'insurrection, place du Manège à Moscou. Ces images, qu'on croirait sorties des archives révolutionnaires de l'ère soviétique, ne sont pourtant que la conséquence d'un modeste but japonais. L'après-midi avait commencé dans un climat bon enfant, quoique déjà bien arrosé. 7 à 8 000 moscovites s'étaient réunis dans le centre-ville pour assister à la retransmission du match sur écran géant.
Mais à 14h30, catastrophe. Le japonais Inamoto rabat l'orgueil de la Russie. Et à la joie des supporters japonais répond la fureur des supporters moscovites. Au moins 4 véhicules sont incendiés, une vingtaine renversés, tandis qu'un restaurant japonais très malencontreusement situé dans une rue voisine est saccagé. Bilan, plusieurs dizaines de blessés, dont 4 policiers. Hier soir, l'ambassade du Japon à Moscou avait judicieusement recommandé à ses ressortissants d'éviter de sortir dans les rues si l'équipe du Japon l'emportait. Roland Garros finale sous la pluie, gagné par Albert Costa face à Juan Carlos Ferrero. Costa, 26 ans, disputait sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem. Julien Beaumont. Personne ne l'attendait à ce niveau. Albert Costa, c'est l'éternel outsider, le joueur jamais favori. À 26 ans, cet Espagnol remporte Roland Garros, lui qui d'habitude ne dépassait pas les quarts de finale des tournois majeurs. Une victoire en famille. J'ai vécu ici 2 semaines fantastiques. Jamais je ne pensais pouvoir gagner Roland Garros. Et d'ailleurs, il va me falloir 3 à 4 jours pour réaliser ce que je viens de faire. Face à son compatriote Juan Carlos Ferrero, Costa a toujours un coup d'avance. Ce point à lui tout seul résume le match. Même quand Ferrero domine, il n'est pas à l'abri d'un retour de Costa. Albert Costa, vainqueur en 4 manches. Il empoche 780 000 € à une semaine de son mariage, de quoi faire un joli cadeau à sa femme. Finale de rugby pleine de suspense hier au Stade de France. Biarritz s'est emparé du bouclier de Brennus, le plus beau des trophées en Ovalie, 63 ans après son dernier titre. Biarritz a fait basculer le match à la toute dernière seconde grâce à un magnifique drop de Laurent Mazas. Et cet après-midi, à Biarritz, les héros étaient de retour et c'était donc la fête. Christophe Duchéron. À condition d'aimer le folklore et la musique de tradition, on appréciera ce fin danseur basque, venu accueillir au son des pipeaux et des tambourins, le bouclier de Brennus et ses vainqueurs du Biarritz olympique. À 2 pas du danseur attendaient des milliers de supporters. Ils attendaient l'autobus à Impérial et le fameux trophée qui avançait à 2 à l'heure, comme pour mieux savourer l'incroyable triomphe. Le triomphe de la dernière seconde et le drop de la dernière chance hier soir au Stade de France. Laurent Mazas donne la victoire au Biarro 22-19. Et met fin à une série de rebondissements qui a vu Agen et Biarritz, tour à tour, tout près de l'emporter. Alors ils étaient fiers les Basques et ils avaient raison. Car depuis 63 ans, ils n'avaient plus gagné un titre de champion de France. Alors ils y allaient gaiement. Ça n'est pas tous les jours fait. La Station spatiale internationale a perdu hier un de ses 4 gyroscopes qui lui permettent de se stabiliser dans l'espace. Une panne sérieuse mais qui ne compromet pas la mission d'assemblage en cours entre la navette Endeavour et la station. Le Français Philippe Perrin a effectué une première sortie dans l'espace de 6 heures pour commencer les réparations. Voilà, très loin de nos contingences terrestres. C'est la fin de cette édition, David. Bien.